Voyage en récit, Cédric de Fougerolles. et Geoffroy Scribe. Cédric de Fougerolles, nous nous retrouvons dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère, très loin du Finistère, puisque nous voici à Ljubljana, capitale de ce pays qu'est la Slovénie. Et si nous nous retrouvons dans ce lieu, dans cette belle cité, cette cité assez charmante, en ce mois de juillet 2022, c'est parce que vous participez au 29e congrès international de vexillologie. Alors peut-être nous pouvons commencer par cette simple question pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est cette matière, cette science. Qu'est-ce que la vexillologie ? Eh bien, c'est tout simplement la science sociale qui s'intéresse aux drapeaux, en fait. Les drapeaux, leur histoire, leur signification, leur usage. Voilà, donc tout ce qui tourne autour des drapeaux, c'est au fond une science auxiliaire de l'histoire, mais aussi une science auxiliaire de la géographie. Et puis, il y a évidemment plein d'implications dans les autres sciences sociales, en politique, en diplomatie, en géopolitique. Voilà, c'est une science importante pour tout ça. Et vous, quelle place ou pour quelles raisons faites-vous partie de ce congrès et combien d'autres congrès par le passé avez-vous pu suivre ? Alors, je suis ici parce que je suis le président de la Société française de vexillologie. Et voilà, mais il y a d'autres membres de la Société française de vexillologie qui sont là. C'est des congrès internationaux qui ont lieu tous les 2 ans. Et donc, on en est effectivement au 29e. Voilà, donc tous les 2 ans, les vexillologues du monde entier se rassemblent dans un certain nombre de pays, une fois en Europe, une fois hors d'Europe en général. On essaie d'alterner. Et par exemple, moi, j'avais été au congrès de Londres, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des congrès en Australie, en Amérique, au Texas, absolument, au Canada, il y a eu des congrès en Afrique du Sud, voilà, Oui. Et puis dans beaucoup de villes d'Europe et dans beaucoup de pays européens qui ont une vraie tradition d'amour des drapeaux. Ce qui fait que les différentes personnes qui viennent finissent par se connaître. Il y a est-ce qu'on peut parler pas d'une connivence, mais d'une cohésion entre les membres vexillologues par le monde. La vexillologie, c'est une petite science pas très connue, avec peu d'amateurs, en tout cas peu d'amateurs en France. Il y a des pays qui ont une vraie tradition, les pays maritimes, bien entendu le Royaume-Uni, les États-Unis, les Pays-Bas, voilà. Mais et c'est vrai que finalement, ces congrès internationaux tous les 2 ans sont des moments aussi conviviaux, agréables, où on retrouve les uns et les autres. Alors heureusement, il y a de nouveaux vexillologues qu'on voit régulièrement. Mais c'est une occasion de se retrouver, en effet. Vous parlez des pavillons, notamment du Royaume-Uni. C'est vrai qu'il me semble que le Royaume-Uni occupe une place majeure, si ce n'est le plus grand nombre de pages, dans l'album des pavillons publié par le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM bien connu à Brest. Qu'est-ce qui, selon vous, explique pas cette indifférence, mais cette méconnaissance des drapeaux et des pavillons en France ? Est-ce que ça vient de l'histoire ? Alors, ça vient de l'histoire et ça vient aussi un peu de la politique. Le drapeau français est né d'une rupture, la rupture révolutionnaire qu'on n'a pas toujours bien digérée. Il y a eu de nouveau la Restauration qui a cherché à imposer un drapeau qui était soi-disant un drapeau d'ancien régime. Bon, tout ça a été très compliqué. Et puis, on a eu des choses politiques difficiles en France. Même 1848, la révolution de 1848 s'est fait avec l'idée d'un changement de drapeau. Il y a eu, bien entendu, l'épisode du gouvernement de l'État français, du régime de Vichy, qui a beaucoup joué sur les symboles aussi. Et finalement, en France, on a du mal à sortir de ça, alors que les autres États dans le monde, la majorité des autres États dans le monde n'ont pas du tout cette difficulté. Nous le voyons encore ce matin avec la présentation à propos de Henri V, le comte de Chambord, qui refuse finalement le poste qu'on lui proposait de revenir au pouvoir, tout simplement parce qu'il refuse le drapeau qu'on voulait lui imposer. C'est une histoire complètement inconnue en France. C'est une histoire très peu connue et c'est là où c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'en France, les drapeaux ont eu beaucoup d'importance politique, mais au fond, c'est un sujet qu'on occulte un peu, qui est un sujet qui est difficile à traiter. La droite et la gauche sont un peu gênés face à ça, politiquement. Alors, les choses vont mieux. C'est vrai que des beaux épisodes comme ceux de la Coupe du Monde de foot, par exemple, font sortir les drapeaux et on s'est mis à pavoiser dans les grandes villes en France il y a quelques années avec ça. Et puis, malheureusement, des épisodes beaucoup plus douloureux avec les attentats qui ont aussi fait ressortir ou fait sortir les drapeaux tricolores. Voilà. Mais on est facilement en France sur un sujet de polémique, ce qui n'existe pas du tout, enfin ce qui existe beaucoup moins à l'étranger. Même si, effectivement, dès qu'il y a des changements politiques, il y a des changements de drapeau et donc d'éventuelles polémiques. On le voit encore peut-être ce matin avec une présentation d'un Hollandais qui revient sur un peu le lien
du drapeau hollandais avec la France, il remonte très facilement à notre Révolution française. C'est finalement peut-être des sujets qui sont abordés par des étrangers plus facilement que nous, chez nous. Oui, oui, tout à fait. L'histoire de France, on le voit dès qu'il y a une polémique avec l'éducation nationale ou dès qu'il y a une polémique quand un intellectuel a des opinions. C'est compliqué. C'est vrai qu'on a, on a une petite difficulté là-dessus. Et c'est justement un des intérêts de l'étudier par le biais de la vexillologie, c'est qu'on voit que les choses ont évolué, les régimes ont évolué, les drapeaux ont évolué. Mais justement, on peut s'y intéresser de façon un peu scientifique, en tout cas en amateur éclairé et dépassionné. Et est-ce que c'est cette difficulté qui fera peut-être ne pas parler tellement dans les médias en France de la modification apportée par le président M. Macron au drapeau récemment en 2020 ? Ben justement, c'est là aussi, c'est paradoxal. C'est-à-dire que le monde entier connaît le drapeau tricolore. Tous les Français connaissent le drapeau tricolore, mais au fond, ce drapeau tricolore n'est très peu défini. Ces questions de couleur sont importantes. Alors on sait que les marins sont attachés à une couleur plus sombre, on sait que les choses ont évolué, on sait que le président Giscard d'Estaing avait soi-disant, et sans doute, je dis soi-disant, mais sans doute souhaité éclaircir le drapeau, mais sans qu'il y ait de texte. Là aussi, on dit que le président Macron a souhaité revenir à une couleur plus sombre, mais là aussi, il n'y a pas de texte. Toujours, on est toujours gêné. Je pense qu'on a du mal à faire de la réglementation. Les couleurs, même la Constitution française ne dit pas que les bandes sont de la même taille, ne dit pas qu'elles sont verticales. Maintenant, on ne le dit plus. La 4e République le disait, mais la 5e République ne le dit pas. Et puis, on a ce drapeau qui apparaît et qu'on voit régulièrement avec une bande blanche beaucoup plus étroite qui est fait pour la télévision. C'est François Mitterrand le premier qui l'avait utilisé, mais c'est surtout sous les 2 septennats de Chirac que ça a été beaucoup plus largement répandu. Et au fond, qui est un drapeau qui ne correspond à rien. Et aucun autre État au monde ne change son drapeau pour un passage à la télévision. Ça paraît complètement inconcevable. Et en France, alors que le tricolore est pourtant tout à fait mythique, enfin tout le monde sait que c'est le drapeau français, eh bien on n'hésite pas à le changer uniquement pour des raisons de cadrage. Il y a une notion de regret dans ce que vous dites. Oui, je trouve ça un peu dommage, c'est vrai. Alors, c'est notre côté cartésien. On en a ce côté cartésien, donc on devrait avoir des définitions très claires de la construction du drapeau français. On devrait avoir des notions très claires des couleurs, quelle est la couleur exacte. Voilà, et on ne les a pas. Mais je pense que c'est parce qu'on est gêné là-dessus. Donc finalement, le travail des historiens, si ça se trouve dans 200 ans, sera compliqué, parce que justement, nous n'avons pas de traces. Nous avons la trace d'un changement, mais sans expliquer pourquoi. Tout à fait. On n'a pas de traces. Un autre exemple très clair, le pavillon français a les 3 bandes de tailles différentes pour une question d'optique en fond, mais peu le savent déjà. Peu le savent. Alors les marins souvent le savent, voilà, mais c'est vrai qu'on le sait peu, mais surtout il n'y a pas eu on ne sait pas, et je dis je ne sais pas parce qu'on a essayé nous à la Société française de vexillologie de travailler sur ce sujet. On n'a pas un moment où on dit c'est à ce moment-là que c'est apparu. Il y a pas un décret, il y a pas une décision, il y a pas un texte qui dit à partir de maintenant effectivement les 3 bandes du drapeau du pavillon, donc bien du pavillon de marine, sont différentes. Et de l'ordre de la lecture, puisque cette émission est attachée à la littérature, à la lecture, Cédric de Fougerolles, que pensez-vous, à titre personnel, par exemple, de livres qui ont essayé d'expliquer les origines de ces couleurs? Je pense par exemple simplement aux 3 couleurs, le livre de Montorgueil imagé par Job que vous devez connaître. Qu'est-ce qu'on peut y trouver aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à déceler le vrai du faux ou de la légende? Non, là aussi, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est certain, c'est que les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, sont des couleurs qui faisaient partie de l'imaginaire français avant la Révolution. Ça, c'est absolument certain. Maintenant, dire qu'il y a vraiment l'union du blanc de la monarchie avec les couleurs de la ville de Paris, c'est pas faux non plus, mais c'est pas non plus la seule explication. Ce qui est certain, c'est que c'était des couleurs qui étaient dans l'air au moment de la Révolution. Et la vraie rupture révolutionnaire, elle est d'abord d'imposer les bandes, ce qui correspond aussi à une mode. C'était la mode du néoclassicisme, c'était une mode, c'est des choses qu'on retrouve dans l'habillement. Voilà, donc c'était vraiment la bande, le ruban est arrivé à ce moment-là. Vraiment, oui. C'est vraiment à ce moment-là que ça s'est imposé. Et puis surtout, la vraie rupture révolutionnaire, c'est de passer d'un drapeau qui était, d'imposer un drapeau national. Voilà, on a vraiment le drapeau de la nation, le drapeau du pays, ce qui n'existait pas avant. Après, les 3 couleurs, je crois qu'il ne faut pas trop y voir des symboles. Ce qui est intéressant, c'est après de reconstruire, et c'est ce qu'a fait Montorgueil, c'est ce qu'ont fait d'autres, et c'est pas faux non plus, c'est de reconstruire en disant finalement, ces couleurs existaient déjà, elles correspondent à des vieilles couleurs françaises, à des vieilles traditions françaises, et donc il y a moins de rupture qu'on veut bien le croire. Pour revenir à la société que vous dirigez, la Société française de vexillologie, comment est-il possible d'y entrer?
Sous quelles conditions et en quelques mots, qu'est-ce que vous attendez des membres? Y a-t-il un travail à faire? Y a-t-il des recherches particulières à apporter à la société? Alors, nous sommes une société savante, enregistrée comme telle, mais nous sommes très ouverts aux uns et aux autres, à tout le monde, et on a un site internet tout simplement sur lequel il est très facile d'adhérer. On propose à nos adhérents deux choses. Enfin, un bulletin trimestriel. On publie donc tous les trimestres un certain nombre d'études sur les drapeaux du monde entier. On n'est pas centré uniquement sur la France. On les publie en français, et puis on propose de participer alors à ces congrès internationaux tous les 2 ans, mais surtout à des réunions trimestrielles ou 2 fois par an à Paris ou en province. On a fait parfois des réunions en province. Donc l'idée, c'est de se rencontrer et c'est d'être passionné. Au fond, pour adhérer, il faut être passionné, il faut aimer les drapeaux. Après, si on veut faire des articles, si on veut faire des études, si on veut transmettre de l'information, tout simplement, voilà, eh bien, c'est effectivement quelque chose qui est bienvenu. Où êtes-vous situé à Paris? Alors on est dans Paris, voilà, on a une adresse postale, j'allais dire, mais voilà, mais autrement on se rencontre en général, par exemple au musée de l'Armée ou dans des endroits comme ça qui sont un peu chargés d'histoire, dans lesquels il y a des drapeaux, et on en profite pour prendre un café de façon très sympathique et de se retrouver entre nous. Et aujourd'hui, combien y a-t-il de membres dans cette association? Alors il y a presque une centaine de membres, voilà, qui sont répartis en France entière, et puis beaucoup de membres dans le monde entier. Les vexillologues, ce sont des gens qui sont très ouverts sur l'extérieur, sur les pays étrangers, sur les langues étrangères. On le voit dans ce congrès, on voit des gens qui parlent de toutes les langues et qui font un effort d'ailleurs pour nous parler à nous en français. C'est très agréable. Ce sont des gens qui aiment ça. Donc voilà, nous avons des membres partout, et nous-mêmes, souvent, les vexillologues français font partie d'autres associations sœurs étrangères. Combien d'étrangers, justement, sont présents dans la Société française de vexillologie? On en a au moins un quart, voilà, oui, au moins un quart. Dont des Belges, des Suisses, francophones, voilà, des Belges, pas des Suisses, mais pas uniquement, des gens en Amérique latine, par exemple, voilà, des gens en Afrique, voilà. Donc, non, on diffuse notre information. Et alors, il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on échange notre information, nos bulletins, avec nos sociétés qui sont membres de cette fédération internationale. Et donc, on a un fonds documentaire, une petite bibliothèque qui est à la disposition de nos membres. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer un article numérisé aux uns et aux autres, et qui correspond, enfin, qui comprend, pardon, des centaines de magazines étrangers sur le sujet. On le voit lors de ce congrès international de vexillologie à Ljubljana. Beaucoup de choses ont été scannées, numérisées par les conférenciers, par les présentateurs. Vous, où en êtes-vous de ce travail? Parce qu'on imagine de nombreux livres, de nombreux travaux, de nombreuses pièces, peut-être même des drapeaux en tissu, à scanner, à photographier, à numériser. Est-ce que cela reprend un travail pour certains membres de l'association? Alors, c'est effectivement un travail important. Nous l'avons fait pour le moment avec notre bulletin, là, depuis près de 40 ans. Donc, on a un bulletin trimestriel. Ça fait des milliers de pages, oui, des milliers d'illustrations, au départ en noir et blanc et maintenant en couleur. Et nous les avons toutes numérisées. Elles sont à la disposition de nos membres, uniquement des membres, sur notre site internet. Et nous commençons maintenant à numériser un certain nombre de documents. Alors, les livres, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a des histoires de droit, 70 ans après la mort de l'auteur. Mais sur des documents, nous avons numérisé un certain nombre de documents. Et puis, il y a un album mythique en France qui a été qui a été écrit par Le Gras, qui était un des premiers albums des pavillons, et ça, il est numérisé, il est sur notre site. Oui. Donc la prochaine édition de ce congrès dans 2 ans devrait avoir lieu a priori en Chine, et dans 4 ans à Paris. Voilà. C'est votre souhait ? Oui, tout à fait. La France n'a jamais organisé de congrès internationaux comme ça. Et donc, nous avons invité, nous profitons justement de cette séance à Ljubljana, de cette session à Ljubljana, pour inviter les vexillologues du monde entier à venir dans 4 ans à Paris, où il y a quand même beaucoup de ressources vexillologiques. Et donc, nous allons organiser, j'espère, un beau congrès. Peut-être avec, on pense aux invalides. Voilà, il y a une magnifique collection de drapeaux, évidemment, aux invalides. Il y a une collection de drapeaux très importante au service historique de la Défense à Vincennes. Mais partout, dans tout un tas de musées, il y a des drapeaux. Dans le musée de la Légion d'honneur, par exemple, il y a quelques drapeaux très intéressants. Voilà, donc Paris n'est pas une ville très vexillologique, parce qu'il y a des drapeaux, mais il n'y en a pas énormément. Mais il y a quand même des choses à voir. Et donc, ça sera l'occasion de recevoir le monde entier à Paris. Et on est très fiers. Oui, c'est vrai que on va faire un peu de culture outre nos frontières, mais j'ai eu la chance de me rendre il y a quelques années en Islande.
dans presque chaque maison de Reykjavik, vous avez un mât avec un drapeau islandais. Oui, mais C'est assez rare en France. non, en France c'est rare. Les particuliers, justement, c'est ce que j'évoquais. C'est délicat, ça reste un petit peu marqué politiquement. Ça commence à évoluer, mais c'est vrai que, et justement, ça a évolué parce qu'on s'est mis à mettre des drapeaux tricolores au balcon, aux fenêtres, dans des moments où on avait besoin de cohésion nationale, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il y a des pays, alors aux États-Unis évidemment, Oui. au Royaume-Uni, au Canada, ça paraît, non, en Suisse, ça paraît normal Ça d'avoir. paraît même presque obligé. Il Voilà. suffit de voir un peu les films américains. Tout à fait, ça paraît évident d'avoir un mât chez soi, dans son jardin, devant sa porte, avec un drapeau. Voilà, il y a très peu de gens qui ont un mât chez eux en France où ils montent leurs couleurs, ça c'est sûr. Quels sont les défis que vous voulez relever, peut-être d'ici 4 ans, pour cet éventuel congrès à Paris? Ben justement, essayer de travailler sur l'histoire du drapeau tricolore, se comprendre un petit peu mieux, pouvoir offrir, ça serait l'occasion, on trouve que ça serait l'occasion dans 4 ans, d'essayer de faire un peu le point plus sérieusement sur le drapeau français. Parce que finalement, comme je le disais, on a beaucoup de zones d'ombre encore. Lesquels en particulier vous pouvez... Ben justement, cette histoire, pourquoi est-ce que par exemple, on dit toujours que c'est le peintre David qui a dessiné le drapeau français. Voilà, c'est répété dans tous les livres. Il y a une espèce de légende urbaine là-dessus. Alors peut-être que c'est vrai d'ailleurs, mais j'aimerais bien trouver le document. J'aimerais bien trouver le brouillon de David pour imposer ce bleu, blanc, rouge dans ce sens-là. Voilà typiquement un domaine un point qu'il faudrait éclaircir. Et par rapport au tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, on le voit bien avec le drapeau. Oui, mais c'est avant. Là, ça fait partie de l'imaginaire. Voilà, aussi, oui, tout à fait. Et c'est vrai que le drapeau français, tout le monde le comprend, et le monde entier, voilà. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un travail un peu plus sérieux sur son histoire et sur sa conception, sa genèse. L'occasion des congrès, donc cette année à Ljubljana, il y a 2 ans c'était à San Antonio au Texas, sont des occasions de s'intéresser à des drapeaux de pays auxquels on ne s'intéresse pas forcément naturellement. Mais absolument, on découvre des choses. Ce matin, nous avons une conférence absolument passionnante sur la Rhodésie. Alors, c'était même sur l'épisode assez court où c'était le Zimbabwe-Rhodésie. C'est-à-dire, il y a le drapeau de la Rhodésie, il y a eu un drapeau particulier du Zimbabwe-Rhodésie, et puis après le drapeau du Zimbabwe. Donc, ce drapeau, il est extrêmement peu connu, ça a duré très peu de temps. Et là, ce matin, on a une conférence passionnante, et moi, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire et sur ce drapeau. Donc ça permet de découvrir, là on revient au sujet initial, à la fois l'histoire et la géographie. Voilà, et la géopolitique, parce que ça a été, donc c'était une unité nationale qui était à bâtir, c'était des difficultés avec les États autour, c'était évidemment une lutte avec le Royaume-Uni, donc tout ça c'est absolument passionnant. Et on voit presque, on aurait pu se croire en Suisse, si on me pardonne ce trait d'humour, mais il y a une collecte de souhaits ou d'informations auprès de la population pour composer un pavillon national. Oui, alors ça c'est finalement là aussi quelque chose qui est devenu de plus en plus courant, c'est on interroge les uns les autres, ça donne des très bons résultats. Le nouveau drapeau de l'Afrique du Sud, enfin le plus récent drapeau de l'Afrique du Sud est comme ça, est parti d'un concours, et c'est vrai qu'à partir du moment où le concours est guidé par des gens qui savent construire un drapeau, qui savent faire un beau dessin, ça peut donner des résultats extrêmement bons. C'est une forme que permet la démocratie, justement. Tout à fait, oui, je pense que c'est une bonne idée. Et c'est vrai qu'après tout, demander les idées des uns et des autres et arriver à en faire une synthèse intelligente, c'est une bonne idée. Tout à l'heure, vous disiez que pour notre pavillon national, les bandes étaient sans doute issues de la mode lors de la Révolution française. Pour autant, les pavillons, les blasons existaient bien avant. Il suffit de remonter à l'héraldique, et des magnifiques livres d'ailleurs de Pierre Joubert, là-dessus. Et vous-même avez présenté donc le lien entre les drapeaux, les pavillons qu'arboraient certains saints. En tout cas, que les dessinateurs représentent certains saints avec des pavillons. D'où vous est venu ce sujet en particulier pour ce colloque? Alors ça, c'est un autre de mes intérêts dans la vie, c'est l'iconographie chrétienne, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir reconnaître. Alors il y a des saints qu'on voit tout de suite qui c'est, mais justement quand on a un saint qui porte un drapeau, qui a une hampe avec un drapeau, on se dit mais qui ça peut être? Et donc j'ai essayé de m'intéresser à ça, les drapeaux, les étendards, les bannières comme attributs de saints du christianisme, aussi bien occidental qu'oriental. Voilà, donc c'est assez amusant. C'est amusant, mais c'est vrai que naturellement, on peut voir des représentations, parce que là il y en avait dans votre présentation, des représentations du Christ lors de la résurrection, descendant chercher les âmes des défunts. Et
on le voit parfois, c'est vrai, avec un étendard. Oui, alors ça, blanc, avec une croix rouge. Et en fait, on ne pense même pas, on pense que c'est naturel, on se pose même pas la question pourquoi. Heureusement que vous êtes là, finalement, avec la Société française de vexillologie, pour nous questionner, pour nous interroger. Oui, c'est la bannière de la résurrection. Et effectivement, c'est vraiment le symbole de la victoire sur la mort. Donc, c'est un symbole militaire, au fond, de cette victoire. Oui. Voilà. Et on voit beaucoup de figures du Christ sortant du tombeau avec cette bannière, par opposition d'ailleurs aux soldats romains qui sont couchés à terre, endormis. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de triomphant. C'est le triomphe de la croix. Et donc, c'est pour ça que cette bannière est blanche avec une croix rouge. Et puis, on le voit effectivement descendant, chercher les âmes de ceux qui sont morts avant la résurrection et qui va chercher aux enfers. Effectivement, il y a une très belle représentation de Dürer, par exemple, où on le voit le Christ avec cette bannière de la résurrection. Et qu'on retrouve aussi dans l'agneau pascal, qui souvent a cette bannière de la résurrection, qui porte cette bannière de la résurrection comme préfiguration. Voilà, c'est l'agneau du sacrifice, mais qui va vers la victoire, en fait. Et puis, donc vous avez fait un peu un panégyrique des représentations de saints que vous avez pu trouver. Des saints parfois complètement oubliés, sans doute. Et puis il y en a certains auxquels, pardonnez-moi, vous n'avez peut-être pas pensé. Et j'ai pensé après coup, c'est vrai. Il y a des saints tout à fait actuels, comme Jean-Paul II. Alors moi j'ai pensé à Jean-Paul II, pourquoi ? Parce que Jean-Paul II, c'est l'incarnation de cet homme d'église qui lutte, d'une part, qui connaît le nazisme, qui lutte contre, et qui ensuite luttera aussi toute sa vie contre le communisme. Et finalement, quand il revient en tant que pape dans son pays, ou dans les différents pays dans lesquels il voyagera, mais surtout je pense à la Pologne, souvent au fond de la scène, au fond de l'estrade sur laquelle il va célébrer la messe, on voit un immense drapeau polonais déployé. Il y a un lien quelque part. Il n'a pas demandé à ce qu'on le retire. Non, c'est vrai. Je me souviens effectivement des voyages de Jean-Paul II en Pologne où il y avait effectivement toujours ce drapeau polonais. Et d'ailleurs, le drapeau polonais, c'est vraiment un drapeau extrêmement important pour le peuple polonais. Vraiment, c'est des couleurs extrêmement importantes qui symbolisent vraiment ce pays et ce peuple. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant d'associer les deux, cette lutte finalement de Jean-Paul II pour sauver la Pologne et sauver le monde occidental finalement. Vous parliez tout à l'heure des occasions que nous avions de déployer nos drapeaux. Alors il y a eu les manifestations lors des attentats, il y a les manifestations de football ou sportives en France. Puis, puisque nous parlons de la chrétienté, il y a aussi on voit ça à chaque fois au Vatican, place Saint-Pierre de Rome. À chaque fois, les groupes sont identifiés par les drapeaux des pays ou des régions qui les appartiennent. Tout à fait. C'est vrai que le drapeau, on voit immédiatement. Et donc, dans tous les grands rassemblements dans le monde entier, chacun, effectivement, apporte son drapeau. Les Bretons apportent leur drapeau. Et on le voit, on dit toujours que dans toutes les grandes manifestations, il y a toujours un drapeau breton. Mais c'est vrai. Et ça me faisait penser aussi, vous parlez de ça, mais les moments où on déploie les drapeaux, il y a aussi les bannières de pèlerinage. Voilà, et là aussi, en Bretagne, il y a un patrimoine extrêmement important. La Société française de vexillologie s'intéresse aussi à ça, aux bannières de paroisse, aux drapeaux syndicaux. Voilà, il y a plein d'autres drapeaux que les pavillons de marine ou que les drapeaux nationaux. Donc c'est des aspects qui sont eux aussi. Voilà, on regroupe tout ça sous un terme générique de vexille, qui vient du latin. Vexille, c'est le vexilla, c'est le drapeau. L'étendard. Le drapeau, voilà, exactement, l'étendard. Et donc en français, finalement, le mot vexille commence à s'imposer comme un nom générique pour tout ce qui flotte au vent. Voilà, tout ce que c'est un de nos anciens présidents, le baron Pinotto, qui avait cette belle expression, tout ce qui flotte au vent. Voilà, pour exprimer la diversité des fanions, ça peut être des fanions scouts, ça peut être des gonfanons médiévaux, ça peut être tout un tas de choses, et ça va du simple drapeau rouge qu'on agite pour faire attention quand il y a des travaux sur le bord des routes. Voilà, ou dans la SNCF, il y a encore de temps en temps des petits drapeaux rouges sur les voies. Donc voilà, le champ de la vexillologie est extrêmement large, et puis évidemment on va jusqu'au drapeau des clubs de foot ou aux drapeaux qui sont au-dessus des trous quand on joue au golf. Enfin, voilà, il y a des drapeaux absolument partout, y compris sur la Lune, puisqu'on se souvient tous que les Américains ont planté les drapeaux sur la Lune. En passant par les pèlerinages dans lesquels on arbore, là, une fois de plus, nos bannières sur les routes, par exemple, de Paris à Chartres. Tout à fait, c'est vraiment finalement un objet que tout le monde connaît, même si la vexillologie n'est pas une science que tout le monde connaît. La preuve, c'est que nous avons encore découvert de magnifiques choses ce matin avec la Société des Nations, pour lesquelles des recherches de drapeaux avaient été effectuées, mais finalement, il n'y en a pas. Oui, finalement, on a vu des projets incroyables donc, de cette Société des Nations, qui est au fond l'ancêtre de incroyables l'ONU. Et nombreux. Oui, d'entre-deux-guerres, voilà. Mais pareil, pour l'Union européenne, il y a eu des projets extraordinaires. Oui, il y a eu un petit livre qui est paru il y a 2-3 ans, avec des centaines et des centaines de projets qui avaient été faits pour l'Union européenne. Voilà, on connaît tous le drapeau actuel, mais il y a eu plein d'autres projets. Petite dernière question, parce que nous allons arriver au terme de cette émission.
Comment expliquez-vous que... Je repense aux agneaux, à l'agneau dont on parlait tout à l'heure sur la bannière. Comment expliquez-vous le choix de certains animaux qui peut-être étaient méconnus, voire inconnus à l'époque? Comment le lion est-il arrivé? Alors ça, c'est les héraldistes seraient plus compétents que moi. On dit beaucoup que c'est effectivement ce mythe un peu des croisades. L'héraldique est né un petit peu après les croisades, à peu près au XIIe siècle, et on dit que voilà, ça restait le lion de l'Orient, des croisades, de la force. Mais c'est vrai que dans l'héraldique européenne, c'est vraiment le lion et l'aigle, et l'Europe se divise entre le lion et l'aigle. Mais ici, à Ljubljana, on a cette espèce de dragon incroyable. Oui, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais un dragon qui n'a pas de patte arrière, voilà, et qui est donc un animal là aussi étonnant et qui est parfois sur certains drapeaux. Donc ça laisse finalement la place aussi à l'imaginaire qui, quelque part, peut souder un peuple. Oui, tout à fait, c'est vrai. Un symbole comme ça, un symbole national, surtout quand il est bien fait, peut souder un peuple. Tout à fait, c'est un de ses rôles. Comme l'ours en Allemagne, en Russie. Absolument, oui. Et l'aigle, c'est vrai que ça a été, bon, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais ça a été très important pour différents États. Quels vœux pouvons-nous faire pour la Société française de vexillologie aujourd'hui? Écoutez, qu'elle se développe et qu'elle puisse, voilà, comme ça, avoir les forces pour organiser un beau congrès en 2024 et faire connaître au monde entier un peu plus sur le drapeau français et les autres drapeaux. Il y a quand même, pas beaucoup, mais il y a quand même des drapeaux municipaux, par exemple, très intéressants en France, des villes qui abordent des très beaux drapeaux. Donc ça fait partie des choses qu'on aimerait faire découvrir au monde entier. Pour finir, Cédric de Fougerolles, pouvez-vous indiquer l'intitulé du site internet par lequel vous pouvez être contacté à la Société française de vexillologie? Alors, on a notre site internet, www.drapeau, au pluriel, un tiret, le tiret du 6, le tiret classique, j'allais dire, drapeau SFV, donc drapeau-sfv.org. Voilà, SFV pour Société française de vexillologie. Merci beaucoup, Cédric de Fougerolles. Je vous en prie, j'étais très heureux de parler de tout ça avec vous. Au revoir.